Bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salam ala rasulillah. Dans cette vidéo, on va aborder une deuxième partie du chapitre statique consacré au traitement d'un ensemble d'exemples d'applications. Pour cet exercice, on va considérer le dispositif de la figure ci-contre. Il s'agit d'une charge connue, P, accrochée au plafond AB par le biais de 3 câbles via un anneau d'accrochage qu'on voit ici au niveau du point C. Le dispositif est à l'équilibre dans la configuration géométrique de la figure caractérisée par les deux angles alpha et bêta. On demande de déterminer les tensions dans les câbles utilisés. La solution de cet exercice reposera sur le principe fondamental de la statique qui va être appliqué dans le cas 2D, donc dans le plan X, Y. Donc cette équation, elle va être projetée sur les axes X et Y. En particulier, on utilisera l'équation 1 qui stipule que la somme de toutes les forces est égale à 0. Cette équation, elle va être appliquée en deux temps. D'abord, on va isoler la charge, et en isolant la charge, on peut avoir ce schéma qui nous dit que la charge, elle est à l'équilibre sous l'effet de deux forces. La force P et la force ou la tension TDC dans le câble DC. Donc, c'est un corps à l'équilibre soumis à deux forces ou deux glisseurs, ce qui fait que systématiquement, ces deux forces sont alignées et directement opposées. Donc, résultat qu'on va avoir directement par l'application de l'équation 1. On écrira donc la somme des forces. Donc, TDC plus P est égal à 0, d'où TDC est égal moins P est égal à MGY. Donc, premier résultat intéressant. Donc, la tension qui règne dans cette partie, son module, il va être égal à mg. Maintenant, si on isole l'anneau d'accrochage, cet anneau, il est à l'équilibre. Donc, on peut tracer le diagramme suivant dans le plan XY. On a d'abord la tension dans la partie CA, donc c'est TCA, orientée selon l'angle alpha. Et puis, on a la tension TCB qui règne dans le câble CB. Et enfin, la tension connue TCD. Attention ici, TCD, c'est l'inverse de TDC de tout à l'heure. D'accord? Et donc, elle va valoir moins MGY. Elle est connue. L'équilibre du point C stipule que la somme de toutes ces forces-là, qui sont regroupées au niveau du point C, doit être égale à 0. Attention, les angles alpha et bêta qu'on a ici ont été déduits à partir de la géométrie du dispositif, car on a l'axe des X ici, il est parallèle au plafond AB. Donc on a l'angle alpha ici, il est identique à celui-là, et donc on va noter alpha ici. Cet angle va être utilisé pour projeter le vecteur CA sur TCA sur les deux axes XY. De même, l'angle bêta qu'on a ici initialement, il est le même que celui-là. Donc, on va utiliser l'angle bêta pour projeter le vecteur TCB sur les axes XY. En effet, la projection des vecteurs ainsi sont comme suit. Donc, TCA va nous donner deux composantes. Selon l'axe des X, on a une composante moins cosinus alpha fois TCA, module du vecteur TCA. Et puis, la deuxième composante, c'est selon Y, c'est TCA sinus alpha. De même, pour le vecteur TCB projeté sur l'axe des X, donc on a
un cosinus qui va apparaître selon l'axe des x et un sinus bêta selon l'axe des y. TCD, donc, c'est le vecteur, donc il est connu. On n'a pas de composante selon l'axe des x. Et puis, on a une composante moins mg selon y. L'addition des différentes composantes selon les deux axes x, y nous permettent donc d'écrire l'équation 2 et 3 comme suit. Donc, c'est un système d'équations à deux inconnus. Les deux inconnus sont TCA et TCB. Par contre, les angles alpha et bêta sont définis par la géométrie du dispositif. Et donc, c'est un système isostatique, autant d'équations que d'inconnus. On peut facilement calculer TCA et TCB. Parmi les méthodes possibles, d'abord, on peut utiliser l'équation 2 pour calculer TCA en fonction de TCB. Et par la suite, une fois on a exprimé TCA en fonction de TCB, on va remplacer dans l'équation 3 pour retrouver TCB. Donc, c'est ça ce qu'on a fait ici. Donc, TCA est égal à TCD cosinus bêta sur cosinus alpha. Et puis, on remplace dans l'équation 3 pour pouvoir déduire l'expression de TCB qui est égale à mg divisé par tangente alpha cosinus bêta plus sinus bêta, d'où l'expression suivante de TCA. Alors, le système d'équations algébriques constitué des équations 2 et 3 peut être également résolu par la méthode de Cramer bien connue en algèbre. Voilà, ceci termine la solution de cet exercice parce qu'on a défini les tensions dans les câbles CA et puis CB et puis la tension dans DC. Attention, l'orientation des vecteurs, elle est déterminée selon les angles alpha et bêta de la géométrie initiale du dispositif. On passe maintenant à un autre exercice. Il s'agit d'étudier l'équilibre du support BCD de la figure ci-contre. Donc c'est un support de masse négligeable qui est articulé au niveau du point C par une liaison pivot parfaite. Il est fixé à l'aide d'un câble en B et subit les charges P1 et P2 de 240 newtons appliquées à des distances égales. Donc CE est égal à 0,4 m et ED est égal à 0,4 m. Par ailleurs, le point d'attache A du câble se trouve à une distance de 0,24 m et le câble fait un angle alpha tel que la distance CB qui est égale à A, elle vaut 0,18 m. Il est demandé d'étudier l'équilibre du système, en déduire la tension dans le câble AB ainsi que la réaction au niveau du point C. Pour traiter cet exercice, il faut d'abord isoler le support BCD et définir toutes les actions mécaniques appliquées sur ce support. Il faut les définir dans le repère local CX, CY. Alors, en isolant le support, on peut tracer le free body diagram donc ci-contre, donc le schéma ci-contre, on peut le tracer. Donc, on peut identifier la tension T du câble appliqué au niveau du point B. Donc, on va la définir comme étant le vecteur T qui est égal le module T de la tension avec deux projections. Donc, on a moins sinus alpha selon l'axe des X, donc parce qu'elle est orientée négativement, et moins cosinus alpha selon l'axe des Y. On définit également au niveau du point C, donc au niveau de la liaison, au niveau de l'articulation C parfaite, une réaction R qui a deux composantes, Rx et Ry. En outre, le système il est soumis à la charge P1 de module P1 240 newtons, donc orienté vers le bas. Donc on va écrire c'est 0 moins 240 newtons.
Et puis, au niveau du point D, le support, il est soumis à une charge identique, donc 0 moins 240, mais appliquée au niveau du point D. Il est utile à ce stade, donc, de définir les coordonnées des points clés, notamment, donc, par rapport à l'origine C, on a CA, donc le point A qui se trouve sur l'axe des X, donc, mais négativement, on a moins 0,24 mètres selon les données du problème. CB se trouve, donc le point B se trouve le long de l'axe des Y, donc pas de composante le long de l'axe des X, donc c'est 0 et 0,18. CE, donc le point E se trouve au niveau de l'axe X, donc il se trouve à une distance 0,4. Et puis le point D se trouve également sur l'axe des X, donc uniquement on a une composante sur la X, donc de 0,8. Le problème considéré est plan. Donc, pour le résoudre, on doit mettre en œuvre l'équation de l'équilibre statique caractérisant la situation de support BCD dans le plan CXY. Donc, on doit écrire la somme des forces est égale à 0 et la somme des moments autour du point C qui est égale à 0. Donc, la première équation va nous permettre d'avoir deux équations scalaires le long de l'axe X et le long de l'axe Y. Et la somme des moments par rapport à C va nous permettre d'avoir une équation scalaire autour de l'axe Z qui est perpendiculaire à ce plan. Ainsi, la première équation vectorielle, somme de forces est égale à 0, projetée sur les deux axes X, Y, va nous donner les équations 1 et 2. Alors, selon l'axe des X, on a moins T, regardez, moins T sinus alpha. Donc, c'est la composante du vecteur T le long de l'axe X, plus Rx, donc c'est la composante horizontale de R le long de X, va valoir 0. Et comme le sinus de alpha est égal à 0,8, donc on va avoir moins 0,8t plus Rx est égal à 0. La projection de la somme des forces est égale à 0 sur l'axe des Y va nous donner moins t cosinus alpha, donc c'est la composante verticale de t selon l'axe des Y, plus la composante verticale de R le long de l'axe des Y, moins 480. 480, c'est la somme de 240 ici et de 240 ici. Donc, ça va me donner 480. Donc, ça va nous donner la deuxième équation de l'équilibre le long de l'axe Y. Par ailleurs, l'équation des moments autour de C va nous donner une seule équation autour de Z qui est comme suit. Donc, d'abord, c'est CB vectoriel T plus CE vectoriel P1 plus CD vectoriel P2. Ce qui va nous donner 0,144t moins 288. Cette somme doit être égale à 0. Donc, la résolution de l'équation 3 va nous permettre de retrouver immédiatement la valeur de T, qui est de 2000 newtons. Donc, c'est le module de la tension qui est appliqué dans le câble AB. Par la suite, en utilisant l'équation 1 et connaissant la valeur de T, on va retrouver la valeur de Rx. On trouvera 1600 newtons. Ayant T à partir de 3, donc on va remplacer dans l'équation 2, donc on va déduire la valeur de Ry qui est de 1680 newtons. Ainsi, donc nous avons trouvé la composante horizontale et verticale de la réaction au niveau de C. On peut déduire le module de cette force ainsi que son orientation. Donc le module de R qui s'obtient par la racine carrée de x, Rx au carré plus Ry au carré, elle va nous donner donc 2320 newtons. Et l'orientation de cette
force peut se calculer en calculant l'angle θ entre les deux composantes Rx et Y. Donc tangente de θ qui est égale à Ry sur Rx, donc égale à 1,05, donc un angle de 46,4 degrés. Ceci termine la résolution de cet exercice et on va passer à un autre exercice. Il s'agit d'un mécanisme plan polyarticulé comme représenté sur la figure ci-contre. On a trois tiges AD, DB et CF de masse négligeable et situées dans le plan XY formant un système à 5 articulations pivots parfaites, donc A, B, C, D et E. L'ensemble est soumis à la force extérieure F1 comme indiqué sur la figure appliquée à l'extrémité F de la tige CF. La tige CF est articulée au point E tel qu'on a EC est égal à la distance A et on posera que EF est égal à C. En outre, on a AB qui est égal à 2A et AD qui est égal à 2B. On supposera que la réaction R3 appliquée au niveau de la liaison C est normale à la tige DB au niveau du point C. La question posée est la suivante. Déterminer les réactions RI des différentes liaisons en fonction du module de la force F1. Pour résoudre ce problème, on va s'appuyer sur l'organigramme suivant, où on a représenté les différentes réactions au niveau des différentes liaisons. Rappelez-vous que les liaisons A, B, C, D, E sont des liaisons pivots parfaites qui se trouvent dans le plan. Donc la réaction fondamentale qu'on recherche se trouve dans le plan. Donc chacune des réactions possède deux composantes. Donc au niveau de A, on a la réaction R1, donc elle possède deux composantes, X1, Y1. Également au niveau de B, on a la réaction R2, dont les composantes sont X2, Y2. Au niveau du point C, on a la réaction R3, dont la particularité comme énoncée dans l'exercice, elle est perpendiculaire à la tige BD. Au niveau de D, on a la réaction R4, deux composantes X4, Y4. Enfin, au niveau du point E, on a la réaction R5, deux composantes X5, Y5. Donc faites attention, donc ici les vecteurs sont donnés dans n'importe quelle direction. C'est le signe des composantes XI, YI de chacune des réactions RI qui va par la suite définir la vraie orientation de chacune de ces composantes. D'accord? Donc chacune de ces cinq articulations va introduire, comme je viens de le dire, deux inconnus statiques, deux composantes selon les axes X et Y. Donc on va les manipuler, ces composantes XI, YI, dans un sens algébrique. Donc au total, on a 10 inconnus à rechercher. Cependant, l'équilibre statique du mécanisme global, donc du système polyarticulé constitué de trois tiges uniquement, va normalement nous permettre d'établir un système d'équations de 9 équations uniquement, parce que l'équilibre de chacune de ces tiges va nous permettre d'écrire 3 équations dans le plan. Donc 3 fois 3, on a uniquement 9 équations pour 10 inconnus statiques qui correspondent aux composantes des réactions au niveau des liaisons pivots. Alors, le système, normalement, il est hyperstatique. 10 inconnus, 9 équations, donc il y a une
inconnu supplémentaire. Alors, l'hypothèse que la réaction R3 appliquée au niveau de la barre dB au niveau de C perpendiculairement, donc cette hypothèse, en fait, va rendre le système solvable parce que on peut écrire directement que la composante x3 elle est égale au module de R3 cosinus l'angle que fait R3 avec l'horizontale qui est au fait égal à 30 degrés et puis la composante verticale de R3 elle est égale au module de R3 fois sinus 30 degrés donc c'est un résultat qui va nous faciliter la tâche pour résoudre le système. On va le voir par la suite. On adopte la notation suivante. Chaque réaction RI a deux composantes XI, YI selon l'axe AX et l'axe AY. Dans l'énoncé, on a imposé que la réaction R3 est perpendiculaire à la tige DB au niveau du point C. Donc, on peut écrire que R3, ses composantes X3, Y3 sont comme suit. Donc, c'est R3 cosinus 30 et R3 sinus 30. R3, c'est le module du vecteur R3. Donc, en définitive, on écrira que R3 a les deux composantes ci-contre. Le problème posé est un problème quand sa résolution nécessite la mise en œuvre de l'équation fondamentale de la statique. Pour chacune des tiges, donc on a 3 tiges, on va appliquer 3 fois le PFS, donc principe fondamental de la statique, qui stipule que la somme des forces appliquées à chacune des tiges égale à 0 et on doit avoir également la somme des moments est égale à 0 par rapport à un point choisi sur chacune des tiges. Donc pour chaque tige, on a ces deux équations qui vont être projetées sur le système d'axes. La première équation va nous donner deux équations selon l'axe des x, selon l'axe x et y. La deuxième équation, somme des moments, va être projetée autour de l'axe z. Donc, elle va nous donner uniquement une seule équation autour de l'axe z. Alors, si on isole en premier lieu la tige FC et on lui applique les deux équations précédentes, ce qu'on va avoir, la première équation, elle va nous donner F1, qu'on voit ici, plus R3, plus R5 qui est appliqué au niveau du point E, qu'on voit ici, égale à 0. Souvenez-vous que R3, elle est perpendiculaire à DB, et donc l'angle qu'on a ici de 30 degrés, on va le retrouver ici. D'accord? Donc c'est une propriété géométrique. L'application de la deuxième équation somme des moments par rapport au point E qu'on voit ici doit être égal à 0. Donc cela veut dire que F vectoriel F1 plus EC vectoriel R3 doit être égal à 0. Donc cette équation va être projetée selon l'axe Z. Donc le moment de R5 est évidemment nul parce que la force R5 elle est appliquée au niveau de E. Donc la projection dans le plan XY de ces équations vectorielles va nous donner le premier système concernant la somme des forces et le deuxième système concernant la somme des moments qui va nous donner uniquement une seule équation utile autour de l'axe Z. Donc là, on a simplifié l'écriture, hein, donc la troisième composante, on ne la met pas parce qu'elle est tout le temps égale à 0. Donc pour alléger l'écriture. Donc, le premier système va nous donner la première équation, racine de 3 sur 2, R3 plus X5, d'accord? Donc, on a regroupé la première ligne. La suite, pour la deuxième ligne, on a moins F1 plus 1 demi R3 plus Y5 est égal à 0. Par ailleurs, l'équation des moments va nous donner une seule équation utile, donc c'est F1, d'accord? Plus 1 demi
AR3 doit être égal à 0. Donc, la combinaison, plutôt le traitement de cette équation va nous donner directement le résultat R3 est égal à moins 2C sur A fois F1. Donc, c'est un résultat utile. Il nous a donné le module de la réaction au niveau de C en fonction du module de la force F1 qui est appliquée ici, moyennant les paramètres géométriques. C, n'oubliez pas, c'est la distance EF, et A, c'est la distance entre E et C. Donc maintenant, en combinant ce résultat avec la première équation qu'on a trouvée tout à l'heure, cela va nous permettre donc d'avoir directement l'expression de x5 en fonction de F1. Donc x5, c'est quoi? C'est la composante horizontale de la réaction R5 appliquée au niveau de E. Maintenant, la combinaison de ce résultat ici avec la deuxième équation nous permet de retrouver y5 comme étant 1 plus C sur A facteur de F1. Donc, c'est la composante verticale au niveau de la réaction R5. Ainsi, pour cette première étape, on a pu définir R3 et on a pu définir R5. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à déterminer? Il nous reste à déterminer R2, R1 et R4. Cela va se faire en étudiant l'équilibre des deux tiges restantes. D'accord? On a deux tiges, deux systèmes d'équations d'équilibre, donc 6 équations pour 6 inconnus. Maintenant, on n'a pas de souci. Système isostatique. Nous avons pu déterminer dans l'étape précédente les réactions R3 et R5. En particulier, on a trouvé que R3 est égal à moins 2C sur A fois F1. Cela veut dire que le sens pris initialement pour R3, pour le vecteur R3, doit être inversé pour récupérer l'effet du signe ici qu'on a retrouvé dans les résultats de l'étape précédente. On passe maintenant à l'étude de l'équilibre de la tige AD. Donc on va l'isoler et on va dire que l'équilibre de la tige AD est la conséquence de l'équation la somme des forces est égale à 0 d'abord. Donc on a R1 plus R5 plus R4 va être égal à 0. Cette somme va nous donner deux équations projetées selon l'axe X et l'axe des Y. Donc, c'est l'équation 1 et 2. Par ailleurs, la deuxième équation qui correspond à l'équilibre statique de la tige AB s'obtiendrait par la sommation des moments des forces appliquées par rapport au point A. Donc, ainsi, le moment de R1 va disparaître, donc il est nul. Il nous reste uniquement le moment de R5 et le moment de R4. Alors, on écrira AD vectoriel R4 plus AE vectoriel R5 doit être égal à 0. Donc, la projection se fera le long de l'axe Z. Donc, on va obtenir une seule équation utile, c'est l'équation 3 ici. Alors, la combinaison des équations 1 et 3 va nous permettre de trouver directement que x1 est égal à x4 est égal à moins la moitié de x5. Et x5, dans cette étape, c'est une valeur bien déterminée. En effet, on a trouvé que x5 est égal à la racine de 3c sur a fois f1. On passe maintenant à l'étude de l'équilibre de la tige DB. Rappelons que le point D appartient à l'axe Y, le point B appartient à l'axe X, donc le triangle ABD est rectangle, donc on peut établir que la distance DB elle est égale à la racine carrée de 2A au carré plus 2B au carré, donc ça va nous donner 2 fois la racine de A au carré plus B au carré. Ce qui veut dire que BC, la distance BC, elle est égale à la racine carrée de A au carré plus B au carré.
De la même façon, donc on va utiliser les deux équations. La somme des forces est égale à 0, la somme des moments, cette fois-ci, va être calculée par rapport au point B, donc égale à 0. Ces deux équations vectorielles vont nous donner le système d'équations 5, 6 et 7. Donc, ce qui est particulier ici, c'est au niveau de la sommation des moments par rapport à B. Regardez, on a le moment de R3, il est calculable directement parce que, regardez, R3 par hypothèse, il est perpendiculaire à DB. Donc, automatiquement, le moment de R3, ça sera le module de R3 fois le bras de levier. Le bras de levier, on l'a calculé, donc c'est la racine carrée de A au carré plus B au carré. Et le moment de R3, il est dans le sens négatif, donc on va retrouver cette contribution de la force R3 autour de l'axe Z. D'accord? Par contre, le moment de R4, il est calculable à partir de cette expression. On a moins 2A, regardez, le vecteur BD, BD. Donc, on a la composante selon l'axe des X, elle est négative, elle vaut moins 2A. La composante selon l'axe des Y, elle est positive, elle est égale à 2B. D'accord? Donc, on a trouvé la relation 7. À partir de relation 5, 6 et 7 et de l'équation 2, il est possible de calculer toutes les inconnues restantes. Par exemple, directement à partir de l'équation 4 ici, qui nous donne x1, x4 en fonction de f1, on peut la combiner avec 5 pour retrouver la composante x2. La même chose, on peut, en utilisant les équations restantes, pour déterminer les inconnues statiques du problème.